Reste à ta place, ne cessait de répéter ma belle-mère. Mon père ne l'a jamais arrêté. Je suis donc parti sans rien. 14 ans plus tard, l'avocat a appelé mon nom. Tu l'as entendu, a dit mon père. Dans cette maison, tu suis les règles. Si elles ne te plaisent pas, tu peux partir. Je portais encore mon tablier de cuisine lorsque mon père a choisi sa nouvelle épouse plutôt que moi. La salle à manger sentait la dinde rôtie et les petits pains frais, mais je n'étais pas autorisé à m'asseoir à la table. Pendant que tous les autres riaient avec les invités, je me tenais près de l'entrée de la cuisine, portant des assiettes sales comme si j'appartenais à la maison plutôt qu'à la famille. Puis Aileen a souri, juste assez pour que tout le monde le remarque. Ne reste pas la planter, Roxane. Débarrasse la vaisselle. Reste à ta place. Quelques regards inconfortables ont vacillé autour de la table avant de disparaître tout aussi rapidement. Personne n'a parlé. Je me suis penché pour ramasser une autre assiette. Pendant une seconde impossible, j'ai espéré que mon père avait parlé sous le coup de la colère et qu'il reviendrait sur ses mots. Ce ne fut pas le cas. Il a simplement croisé les bras et a détourné le regard, comme si mettre sa propre fille à la porte n'était pas différent de mettre fin à une conversation ordinaire lors d'un dîner. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge murale que j'avais réparée de mes propres mains quelques jours auparavant. J'ai regardé autour de la table une dernière fois. Mon père ne voulait pas croiser mon regard. Ma demi-sœur souriait d'un air narquois. Aileen a repris une bouchée de tarte comme si elle avait déjà oublié mon existence. J'ai calmement posé ma fourchette à côté de l'assiette intacte qui ne m'avait jamais été destinée. Sans supplier, sans argumenter, sans verser une larme, je suis monté à l'étage, j'ai ouvert le petit placard et j'ai emballé tout ce que je possédais dans une seule valise usée. C'est cette nuit-là que j'ai perdu la seule famille que j'ai jamais connue. C'est aussi cette nuit-là que j'ai commencé, sans le savoir, le voyage qui amènerait un jour les personnes même qui m'avaient chassé à supplier pour avoir une place dans ma vie, pour découvrir seulement que certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent jamais. L'alarme de mon vieux téléphone vibrait à 4h45 chaque matin, bien que je me réveillasse presque toujours avant elle. Pendant quelques secondes de silence, je restais immobile à fixer le plafond, faisant semblant d'être dans un foyer où les matins commençaient par la paix plutôt que par des instructions. Je me glissais dans la cuisine alors que la maison était encore sombre et préparais 2 tasses de café. J'en faisais toujours 2. L'une restait intacte sur le comptoir jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Je ne savais pas vraiment pourquoi je continuais à le faire. Peut-être qu'une part têtue de moi croyait encore qu'un jour, quelqu'un s'assiérait en face de moi et me demanderait comment j'allais. Personne ne l'a jamais fait. Le temps que le café finisse de passer, j'avais déjà commencé le bacon, mélangé la pâte à crêpes et préparé le déjeuner de mon père pour le travail. Ce rythme familier occupait mes mains, même si mon cœur se sentait chaque jour plus lourd. Avant que quiconque ne se réveille, je m'arrêtais dans le couloir à côté de la vieille horloge de grand-père qui avait appartenu à mes grands-parents. Elle avait commencé à perdre plusieurs minutes chaque après-midi. Papa s'était plaint de devoir la remplacer. Alors, après mes quarts de travail à la boulangerie, j'ai passé 3 soirées à regarder des vidéos de réparation à la bibliothèque publique. J'ai resserré un minuscule ressort, ajusté le balancier et souri lorsque la trotteuse a enfin retrouvé son rythme régulier. Il ne saurait probablement jamais que je l'avais réparée, et ne me remercierait pas s'il la prenait. J'ai apporté mon café intact sur le porche d'entrée pour un moment. Le lever du soleil peignait de douces nuances d'orange sur le quartier tranquille de Tucson. De l'autre côté de la rue, les voisins commençaient une autre journée ordinaire. À l'intérieur de notre maison, je me préparais déjà à gagner le droit de rester. La porte arrière a claqué. La voix d'Aileen a résonné dans la cuisine avant même que je n'y entre. « Roxane, pourquoi restes-tu là sans rien faire ? Le petit déjeuner aurait dû être prêt il y a 10 minutes. »« Il l'est, » ai-je répondu calmement. Elle est passée devant moi sans me regarder, a soulevé le couvercle de la poêle, puis a froncé les sourcils comme si elle cherchait quelque chose à critiquer. Le pain grillé n'est pas assez chaud. Elle a reposé les tranches sur le comptoir. Quelques instants plus tard, alors que je versais du jus d'orange, elle a délibérément étalé du beurre sur la cuisinière propre que je venais d'essuyer avant d'y laisser tomber des miettes de pain partout. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. « Tu as oublié un endroit. » J'ai fixé le désordre pendant une seconde seulement avant de prendre un autre chiffon. Cela ne servait à rien de discuter. Elle aimait me faire tout recommencer.
Cheyenne est descendue près d'une heure plus tard, vêtue d'un pyjama coûteux, toujours en train de faire défiler son téléphone. « Je meurs de faim », a-t-elle soupiré de manière théâtrale. Sans réfléchir, j'ai glissé le plus grand roulé à la cannelle dans son assiette. Elle l'a à peine regardé. Je voulais celui avec plus de glaçage. Je les ai échangés sans un mot. Elle a souri, non pas parce qu'elle était heureuse, mais parce qu'elle savait que j'obéirais. Papa est enfin entré, vêtu de son costume de travail. Il s'est versé une tasse de café, a bu une gorgée et a jeté un coup d'œil vers la vieille horloge dans le couloir. « Hein » a-t-il marmonné. On dirait qu'elle s'est réparée toute seule. J'ai failli dire quelque chose. Au lieu de cela, j'ai beurré une autre tranche de pain grillé. Après que tout le monde a quitté la table, le vrai travail a commencé. Lessive, aspirateur, salle de bain, poussière, jardin, garage. En début d'après-midi, mes bras me faisaient mal. Mais la maison était exactement comme Aileen le voulait. Pendant près de 5 minutes entières, elle est entrée dans la cuisine en portant un bol de farine. Sans avertissement, elle l'a renversé sur le comptoir impeccable. De la poudre blanche s'est déposée sur chaque surface que j'avais passé la matinée à nettoyer. Elle a croisé les bras. « Nettoie ça à nouveau. » J'ai regardé le comptoir, puis elle. Est-ce qu'il y avait un problème? Son sourire a disparu. « Reste à ta place. » Ces 4 mots ont frappé plus fort que n'importe quel cri. Non pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce qu'elle aimait les dire devant d'autres personnes. J'ai repris le chiffon. Ce soir-là, papa m'a appelé dans la salle à manger. Un bloc-notes jaune se trouvait à côté d'une calculatrice. Il ne m'a pas invité à m'asseoir. J'ai tout additionné. Il a poussé la feuille vers moi. Loyer, services publics, courses, et même des frais d'entretien. Le total était supérieur à ce que je gagnais chaque mois en travaillant en soirée à la boulangerie du quartier. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit calmement. Il n'y en a pas, je ne peux pas payer cela. Papa s'est adossé à sa chaise. Si tu es assez grande pour gagner de l'argent, tu es assez grande pour contribuer. J'achète déjà mes propres vêtements et je fais toute la cuisine, le ménage. Avant que je ne puisse finir, Aileen a ri doucement. C'est ce qu'on appelle faire sa part. Papa a joint ses mains. Nous ne dirigeons pas une œuvre de charité, Roxane. La pièce est devenue étrangement silencieuse. J'ai regardé le papier, puis mon père, puis la femme assise à ses côtés. Aucun d'eux ne semblait mal à l'aise. Aucun d'eux ne semblait remarquer qu'ils facturaient un loyer à leur propre fille tout en s'attendant à ce qu'elle gère toute la maison gratuitement. Je n'ai rien signé. J'ai simplement pris le papier et je suis sorti. Le porche d'entrée était frais sous le ciel du soir. Je me suis assise sur la marche en bois avec la 2e tasse de café intacte que j'avais réchauffée 2 fois, mais que je n'avais jamais bu. De l'autre côté de la rue, des lumières brillaient chaleureusement à travers les fenêtres d'autres familles. Des rires flottaient dans le quartier. Je me demandais ce que l'on ressentait en entrant dans une maison où les gens étaient heureux de vous voir. Pour la première fois, je me suis permis de poser la question que j'avais évitée pendant des années, si cet endroit était censé être ma maison, pourquoi me sentais-je comme une invitée non payée qui pouvait être jetée à tout moment? Ma petite berline ne payait pas de mine. La peinture bleue délavée avait commencé à s'écailler près du pare-chocs arrière, et la vitre du conducteur ne descendait que si je la poussais d'une main tout en tournant la manivelle de l'autre. Je l'avais achetée moi-même après près de 2 ans de quart de fermeture à la boulangerie, économisant chaque dollar qui n'était pas englouti par le loyer que mon père insistait pour que je paie. Pour n'importe qui d'autre, ce n'était qu'une vieille voiture. Pour moi, c'était la liberté. Chaque samedi matin, avant d'aller travailler, je la lavais dans l'allée. Cela me rappelait qu'au moins une chose dans ma vie m'appartenait entièrement. Cette illusion a duré jusqu'à ce que je rentre chez moi à pied après mon quart de travail un vendredi après-midi. L'allée était vide. Je suis resté là pendant plusieurs secondes, convaincu que je m'étais garé ailleurs. Ce n'était pas le cas. Je me suis dépêché d'entrer. « Papa, où est ma voiture ?» Il n'a même pas levé les yeux de son journal. « Je l'ai vendue. » Les mots étaient si décontractés qu'ils semblaient à peine réels. « Tu as fait quoi ? » Tu ne l'utilisais pas assez. Je la conduisais au travail tous les jours. Tu trouveras une autre solution. J'ai senti la pièce vaciller sous mes pieds. J'ai payé pour cette voiture.
Il a calmement plié une autre page du journal. Nous sommes une famille. Ce qui est à toi est de la famille. Aileen s'est appuyée contre le comptoir de la cuisine, faisant semblant d'être désolée pour moi. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu te mets dans cet état pour une vieille voiture. Je les ai regardés tous les deux. La carte grise avait été établie au nom de mon père parce que je n'étais pas encore assez âgé lorsque je l'avais achetée. Il avait attendu exactement ce moment. J'avais besoin de cette voiture. Tu as plutôt besoin d'obéissance, a-t-il répondu. La conversation était terminée. Ou du moins, elle l'était pour eux. Pour moi, quelque chose s'est brisé cet après-midi-là. Pas bruyamment, mais doucement, comme du verre sous une trop forte pression. Thanksgiving est arrivé avec un air froid et une maison pleine d'invités souriants. La table à manger étincelait sous l'argenterie polie et les bougies. Aileen a accueilli tout le monde avec des étreintes chaleureuses, riant comme si elle était l'hôtesse parfaite. Personne n'a remarqué que j'avais passé 2 jours à préparer le repas. Ou peut-être l'avait-il remarqué mais ne s'en souciait pas. J'ai apporté les plats fumants de la cuisine pendant que les conversations flottaient autour de moi. Un dîner incroyable, Aileen. Tu rends toujours les fêtes si spéciales. Elle acceptait chaque compliment avec des sourires gracieux. Pas une seule fois elle n'a mentionné mon nom. Quand tout le monde a eu rempli son assiette, je me suis approché d'une chaise vide près du bout de la table. Excuse-moi. La voix d'Aileen m'a arrêté instantanément. Qui a dit que tu mangeais avec nous? Plusieurs invités ont baissé les yeux. Une femme plus âgée semblait mal à l'aise mais est restée silencieuse. Tu vas d'abord servir le dîner. J'ai calmement repoussé la chaise sous la table. Pendant l'heure suivante, j'ai resservi des boissons, débarrassé les assiettes vides et apporté de la tarte fraîche depuis la cuisine. Je ne me suis jamais assise. Au milieu du dessert, Cheyenne a tendu son verre vide sans même me regarder. Encore du thé. Elle a prononcé ces mots de la même manière qu'on appuierait sur un bouton pour le service d'étage. J'ai versé un autre verre. Elle n'a pas dit merci. Personne d'autre non plus. Le lundi suivant, papa m'a appelé dans son bureau. Des brochures universitaires étaient soigneusement empilées à côté de sa calculatrice. Il les a glissées dans un tiroir. J'ai pris une décision. Mon estomac s'est serré. Quel genre de décision? Tu ne t'inscris pas au semestre prochain. J'ai cligné des yeux. Quoi? L'argent est rare. J'ai des bourses. Elles ne suffisent pas, je travaille tous les soirs. La famille a besoin de ses revenus. J'ai cherché sur son visage le moindre signe que cela était temporaire. Il n'y en avait aucun. J'ai travaillé dur pendant des années pour entrer en école d'infirmière. Tu pourras toujours y retourner plus tard. Nous savions tous les deux qu'il n'en croyait rien. Je ne veux pas arrêter. Tu n'as pas le choix. Sa voix est restée calme, factuelle, comme s'il discutait du temps qu'il fait au lieu de détruire mon avenir. Je suis sorti dehors avant qu'il ne voie mes mains trembler. Quelques jours plus tard, je me suis arrêté à l'épicerie du quartier après le travail. Une voisine âgée luttait pour porter 2 sacs lourds vers sa voiture. Laissez-moi vous aider, ai-je proposé. Tu as déjà travaillé toute la journée, ma chérie. Cela ne me dérange pas, ai-je souri avec une gratitude sincère. C'était incroyable de voir comment une inconnue pouvait faire preuve de plus de gentillesse en 30 secondes que ma propre famille en plusieurs années. En sortant du magasin, j'ai repéré un Golden Retriever effrayé qui errait entre les voitures garées, sans collier. Je me suis agenouillé lentement. Et, mon grand. Le chien s'est approché lentement, tremblant. Après près de 20 minutes, j'ai trouvé sa propriétaire qui le cherchait à proximité, en larmes. Elle a serré le chien dans ses bras avant de se tourner vers moi. Merci. 3 mots simples. Ils m'ont accompagné tout le long du chemin du retour. Cette nuit-là, j'ai même écrit une courte note à Aileen pour m'excuser d'avoir causé des tensions pendant Thanksgiving. À la moitié de ma relecture, j'ai réalisé quelque chose. Chaque phrase présentait des excuses pour des choses que je n'avais pas faites. J'ai plié le papier quand même. Peut-être que si je continuais d'essayer, peut-être qu'un jour les choses changeraient. Elles n'ont jamais changé. Vers minuit, j'étais assise seule sur le banc en bois de la gare routière du centre-ville. Ma seule valise reposait à mes pieds. La 2e tasse de café que j'avais versée ce matin-là avait refroidi depuis longtemps.
Gwen m'a trouvé là, presque par hasard, après avoir terminé une session d'études tardives à l'université. Elle s'est arrêtée dès qu'elle a vu la valise. Que s'est-il passé? J'ai essayé de répondre. Rien n'est sorti. Elle s'est assise à côté de moi jusqu'à ce que le silence se brise enfin. Ils ont vendu ma voiture. Elle a hoché la tête en silence. Ils m'ont forcé à arrêter l'école. Elle a tendu la main et a serré la mienne. J'ai dégluti difficilement. Je ne sais pas ce que je continue de faire de mal. Gwen m'a regardé droit dans les yeux. Non, Roxane. Sa voix était ferme. Tu as besoin d'entendre ceci. J'ai attendu. Ce n'est pas ta famille. Ces mots ont fait mal parce qu'ils étaient vrais, presque autant que ce qui s'est passé ensuite. Quand je suis retourné à la maison pour récupérer le reste de mes affaires, papa se tenait dans le couloir sans la moindre trace de regret. Si tu pars, a-t-il dit, ne reviens pas, je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai ramassé ma valise usée. Sans un mot de plus, je suis sorti dans la nuit froide de l'Arizona. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus aucun endroit que je pouvais appeler ma maison. Le bus a démarré avant que je ne puisse changer d'avis. J'ai regardé les rues familières disparaître derrière les vitres poussiéreuses jusqu'à ce que le quartier où j'avais grandi ne devienne rien de plus qu'une autre portion de route de l'Arizona. Ma valise usée reposait à mes pieds, contenant tout ce que je possédais encore. Pas grand-chose. Quelques vêtements de rechange, un carnet, une photo de famille que je n'avais pas eu le courage de jeter, même si tout ce qui y figurait m'avait déjà rejeté. Lorsque le bus s'est arrêté à Tucson juste avant le lever du soleil, je suis descendu sur le trottoir sans autre destination qu'une adresse griffonnée sur un morceau de papier plié. Le domaine de Bernice Hawthorne, un poste d'auxiliaire de vie à domicile. Logé et nourri. Cela ressemblait moins à une opportunité qu'à une bouée de sauvetage. Le domaine se trouvait derrière de hauts portails en fer forgé surplombant des rangées de vignes soigneusement entretenues. Le manoir lui-même ressemblait plus à un bâtiment d'un livre d'histoire qu'à une maison privée. Un vieux gardien m'a accueilli à l'entrée. Vous devez être Roxane. Oui, monsieur. Il a hoché la tête une fois. Madame Hawthorne n'aime pas attendre. Ce fut la chose la plus proche d'un accueil que l'on m'ait offerte. À l'intérieur, des parquets en bois verni s'étendaient sous des lustres en cristal. Chaque tableau était parfaitement droit. Chaque horloge battait la mesure à un rythme régulier. La maison semblait magnifique et étrangement solitaire. Le gestionnaire du domaine m'a escorté à travers des couloirs calmes avant de s'arrêter devant de lourdes portes en bois. Il a frappé une fois. Elle est là, a répondu une voix calme. Faites-la entrer. Bernice Hawthorne était assise derrière un bureau massif en chêne près de la fenêtre, lisant des rapports financiers au lieu de me regarder. Elle n'a pas souri. Elle ne s'est pas levée. Elle ne m'a pas tendu la main. Plusieurs longues secondes se sont écoulées avant qu'elle ne baisse enfin ses papiers. Alors, ses yeux gris m'ont étudié attentivement. Tu es la fille qui pense pouvoir s'occuper de moi. Je n'ai pas dit cela. Un sourcil s'est levé. J'ai dit que je ferais de mon mieux. Silence. Elle a continué à m'observer. Pas mes vêtements, pas ma valise. Moi. Enfin, elle a fait glisser un dossier sur le bureau. Mon programme de médication. Je l'ai ouvert. La moitié des pages manquaient. Les instructions restantes se contredisaient. Petit déjeuner à 7 heures. Une autre page indiquait le petit déjeuner à 9 heures. Un médicament apparaissait 2 fois. Un autre n'avait aucune posologie du tout. J'ai relevé les yeux. Je pense que certaines pages manquent. Elles ne manquent pas. Elles ne concordent pas. En effet. Un autre long silence s'est installé entre nous. Cela ressemblait moins à un entretien d'embauche qu'à un examen. Je ne veux pas faire d'erreur avec vos soins, ai-je dit prudemment. Je préfère demander plutôt que de faire semblant de comprendre. Bernice a croisé les mains. Et si demander te fait paraître incompétente? Alors je paraîtrai incompétente. J'ai refermé le dossier. Pour la première fois, quelque chose a changé dans son expression. Pas de la chaleur, pas de l'approbation, mais de l'intérêt. La première semaine a été remplie d'instructions impossibles. Organiser la bibliothèque sans qu'aucun système ne soit fourni. Préparer le déjeuner sans qu'aucune préférence alimentaire ne soit mentionnée.
planifier des rendez-vous sans nom ni date. Chaque tâche m'obligeait à poser des questions. Chaque question était accueillie par un autre silence mesuré. Il aurait été facile d'inventer des réponses juste pour paraître capable. Au lieu de cela, je continuais d'admettre ce que je ne savais pas. Je suis désolé. J'ai besoin de plus d'informations. Je préfère être corrigé maintenant plutôt que de prendre la mauvaise décision plus tard. Un après-midi, j'ai accidentellement placé un dossier professionnel important sur la mauvaise étagère. Il a fallu près de 20 minutes pour découvrir l'erreur. Avant que Bernice ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai rapporté le dossier dans son bureau. J'ai commis une erreur. Je m'en suis rendu compte, cela ne se reproduira plus. Elle m'a étudié pendant plusieurs secondes. Tu aurais pu rejeter la faute sur un autre membre du personnel. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Non, elle s'est remise à lire. Tu ne l'as pas fait. Ce soir-là, j'ai préparé 2 tasses de café avant de réaliser que j'étais la seule éveillée. Les vieilles habitudes. J'ai quand même apporté une tasse dans la bibliothèque du domaine tout en révisant le planning des soins. Sans avertissement, Bernice est entrée. Elle a jeté un coup d'œil à la tasse de café intacte. Tu attends de la compagnie? Non. Alors pourquoi 2 tasses? J'ai hésité. Je suppose. J'ai souri faiblement. J'ai toujours espéré que quelqu'un finirait par s'asseoir. Elle a regardé la tasse supplémentaire pendant un instant. Puis, sans dire un mot de plus, elle a tiré la chaise en face de la mienne et s'est assise. Elle a bu une lente gorgée. Ni l'une ni l'autre n'a parlé. Le silence semblait différent de ceux que j'avais connus auparavant. Pas froid, juste prudent. Pour la première fois depuis des années, j'ai bu mon café du matin sans me sentir complètement seul. En regardant Bernice tourner tranquillement une autre page de son journal, une question me trottait dans la tête. Commençait-elle enfin à me faire confiance? Ou le véritable test venait-il seulement de commencer? La routine du matin s'est installée sans que nous ne l'évoquions jamais à voix haute. Je me réveillais toujours avant le lever du soleil. Je préparais toujours 2 tasses de café. Seulement désormais, la 2e tasse ne refroidissait plus. Chaque matin, presque à la même minute, Bernice arrivait sur le porche arrière, son journal du jour plié sous le bras. Elle ne demandait jamais si le café était pour elle. Elle s'asseyait simplement sur la chaise en bois en face de moi. Pendant plusieurs minutes paisibles, les seuls bruits étaient les oiseaux s'installant au-dessus du vignoble et le bruissement discret des pages de journal qui tournaient au gré de la brise. Aucune de nous ne ressentait le besoin de combler le silence. Curieusement, ces matins silencieux sont devenus la partie la plus réconfortante de ma journée. Le premier véritable test est arrivé sans prévenir. Bernice m'a tendu une enveloppe scellée. Apporte ceci à la banque. Je l'ai glissé dans mon sac. À mi-chemin, la curiosité a commencé à me chuchoter à l'oreille. L'enveloppe n'était pas scellée à la cire. Personne ne le saurait jamais. Je l'ai regardée pendant un long moment, puis je suis entré directement dans la banque et je l'ai remise sans l'ouvrir. À mon retour, Bernice ne m'a posé qu'une seule question, tu n'as pas regardé à l'intérieur? Non. Pourquoi pas? Ce n'était pas à moi. Elle a hoché la tête une fois, rien de plus. En revanche, plus tard cet après-midi-là, j'ai remarqué qu'elle ne verrouillait plus son bureau chaque fois qu'elle s'absentait. Une semaine plus tard, un autre test s'est présenté. En organisant des dossiers financiers dans la bibliothèque, j'ai trouvé un chèque de banque glissé dans le mauvais dossier. Il était d'un montant de 50 000 $. Personne ne m'avait vu le découvrir. Je l'ai apporté directement à Bernice. Je pense que ceci a été égaré. Elle n'a même pas jeté un œil au montant. Je sais. Je l'ai placé là. Nos regards se sont croisés. Si quelqu'un est prêt à voler quand personne ne regarde, a-t-elle dit calmement, il volera quand tout le monde regarde. Elle a replacé le chèque dans le dossier. Tu as réussi le test. Le 3e test a fait plus de mal que les 2 premiers. Un après-midi, elle m'a vivement critiqué devant le personnel de maison à propos d'une erreur de planning que je n'avais pas commise. Tout le monde s'est tu. Pendant un instant, la vieille peur est revenue. La cuisine. Aileen. Reste à ta place. J'ai senti mes mains se crisper. Puis j'ai répondu calmement, si j'ai commis une erreur, je vais la corriger.
Je n'ai pas discuté. Je n'ai accusé personne d'autre. Plus tard dans la soirée, Bernice m'a appelé dans la bibliothèque. L'erreur de planning venait de moi. Je m'en doutais, pourtant tu as accepté le blâme. J'ai accepté la responsabilité de corriger le problème. Un léger sourire a étiré le coin de sa bouche. Ce n'est pas la même chose. C'était la première fois que je la voyais sourire. Le 4e test ne concernait pas l'honnêteté. Il concernait la compassion. Le dimanche après l'église, Bernice a insisté pour que nous nous arrêtions dans une petite épicerie plutôt que de rentrer directement. Un homme âgé luttait pour atteindre une boîte de conserve sur l'étagère la plus haute. Avant que quiconque ne parle, je me suis approché et je l'ai aidé. Il m'a remercié à 3 reprises. De retour dans la voiture, Bernice a fixé le pare-brise. Tu ne savais pas qui il était. Je n'avais pas besoin de le savoir. Non, elle m'a regardé. Tu n'en avais pas besoin. Le 5e test a tout changé. Un après-midi de pluie, elle a posé un lourd rapport financier devant moi. Lis la page 32. J'ai hésité. Je ne suis pas comptable. Je ne t'ai pas demandé ce que tu es. J'ai commencé à lire à haute voix. État financier, résumé des investissements, dépenses de fonctionnement. Au début, les chiffres s'embrouillaient. Bernice m'arrêtait toutes les quelques pages. Qu'est-ce que tu remarques? Les dépenses augmentent plus vite que les revenus. Et cette division continue de perdre de l'argent. Elle s'est adossée. Bien. Chaque soir après cela, elle m'apprenait quelque chose de nouveau. Bilan, gouvernance d'entreprise, gestion immobilière, négociation. Elle ne me félicitait jamais. Elle s'attendait simplement à ce que je m'améliore. Et c'est ce que j'ai fait. Un après-midi, alors que j'organisais la correspondance dans le bureau, j'ai découvert une liasse de lettres non ouvertes soigneusement empilées. Chaque enveloppe portait le même nom de famille, ses enfants. Chacune avait été soigneusement adressée. Chacune avait été retournée non ouverte des mois plus tard. Je les ai discrètement remises exactement là où je les avais trouvées. Ce soir-là, alors que nous arrosions le vignoble ensemble, aucune de nous n'a mentionné les lettres. Les vignes s'étiraient vers le soleil couchant, leurs feuilles brillant d'un éclat doré dans la lumière du soir. Ils ont arrêté d'écrire il y a des années, a fini par dire Bernice. J'ai regardé les rangées de vignes plutôt qu'elle. Je suis désolé. Moi aussi. Rien de plus n'avait besoin d'être dit. Parfois, la solitude se reconnaissait d'elle-même, sans explication. Le lendemain matin, nos 2 tasses de café attendaient sur le porche, comme toujours. Bernice a glissé sa main dans la poche de son gilet et a posé une vieille clé en laiton sur la table entre nous. Le coffre-fort. Je l'ai regardé, confuse. Je ne comprends pas. Tu comprendras. Elle a poussé la clé vers moi. La confiance se mérite. Avant que je ne puisse répondre, le téléphone à l'intérieur de la maison a commencé à sonner. Bernice a jeté un coup d'œil vers le son sans bouger. Ils n'appellent, a-t-elle dit doucement, que lorsqu'ils veulent de l'argent. Qui que ce soit à l'autre bout du fil, cette personne revenait après des années de silence, et d'une manière ou d'une autre, je savais que cet appel allait changer nos 2 vies. 13 années se sont écoulées plus paisiblement que je ne l'aurais jamais imaginé. La jeune fille effrayée, arrivée avec une seule valise usée, était lentement devenue la personne en qui Bernice avait le plus confiance. Prendre soin de sa santé restait ma première responsabilité, mais au fil du temps, elle m'a invité à prendre part à chaque aspect du domaine. Elle m'a appris à analyser les rapports financiers, à négocier avec les fournisseurs et à protéger l'entreprise qu'elle avait mis des décennies à bâtir. On n'hérite pas de la responsabilité, disait-elle souvent. On s'y prépare. J'écrivais chaque leçon dans le carnet que je gardais près de mon lit chaque nuit. C'est devenu ma seconde éducation. Puis, un après-midi, mon téléphone a sonné. Le numéro m'était inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Allô. Un lourd silence a suivi. Puis j'ai entendu une voix que je n'avais pas entendue depuis plus de 10 ans. Roxane, c'est ton père. J'ai fermé les yeux. J'ai trouvé ton numéro, a-t-il continué. Nous avons fait des erreurs. Les familles traversent des moments difficiles. Il ne m'a jamais demandé comment j'allais. Il ne s'est jamais excusé de m'avoir dit de ne jamais revenir. Au lieu de cela,
en quelques minutes, il m'a expliqué que la maison était proche de la saisie, que les dettes de carte de crédit s'étaient accumulées et qu'il avait besoin d'aide financière. Tu sais, les enfants doivent s'occuper de leurs parents. J'ai regardé à travers la fenêtre de la bibliothèque vers le vignoble. C'était ironique, quand j'avais eu besoin d'un père, il m'avait tendu une valise. Maintenant qu'il avait besoin d'argent, j'étais soudainement à nouveau sa fille. Je suis désolé que vous traversiez des difficultés, ai-je dit calmement. Mais je ne peux pas vous aider. Sa voix s'est durcie. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je l'ai interrompu. Ce que vous avez fait, c'est m'apprendre que l'amour venait toujours avec des conditions. Silence. Puis j'ai raccroché. Bernice s'était tenue tranquillement dans l'encadrement de la porte. Elle n'avait pas interrompu. Elle s'est simplement approchée et a versé 2 tasses de café. Nous nous sommes assis ensemble sur les chaises en bois à l'extérieur sans parler pendant près d'1 minute. Finalement, elle a demandé, « Regrettes-tu d'avoir dit non ?» Non. C'est bien. Elle a regardé vers le vignoble avant de poursuivre. Certaines personnes confondent la gentillesse avec une permission. Elle a mis la main dans sa poche et m'a tendu la clé en laiton du coffre-fort du domaine. Je te teste depuis des années. Je sais. Non, elle a souri faiblement. Tu es au courant pour les petits tests. Elle a fait une pause. Celui-ci était le dernier. Je l'ai regardée, confuse. Elle a croisé mon regard. Tu as choisi ta dignité plutôt que la culpabilité. Puis elle a ajouté les mots qui sont restés gravés en moi à jamais, tu as réussi. Une semaine plus tard, Wallace, son avocat, est arrivé avec plusieurs dossiers juridiques. La réunion a duré près de 3 heures. Je n'ai pas été invité à y participer. Alors que je quittais le bureau, Bernice a appelé mon nom. Roxane. Oui. Quoi qu'il arrive ensuite, elle a jeté un coup d'œil vers le coffre-fort, ne laisse personne te convaincre que la loyauté se mesure par le sang. Je n'ai pas compris pourquoi elle disait cela. Pas sur le moment. Ce n'est qu'au moment où Wallace a verrouillé soigneusement les documents mis à jour dans le coffre-fort que j'ai compris, ne pouvant me défaire de l'impression que Bernice venait de prendre une décision qui allait changer chacune de nos vies. 3 mois plus tard, Bernice s'est effondrée dans le vignoble. Cela s'est produit si rapidement que, pendant un instant, j'ai cru qu'elle avait simplement trébuché sur une pierre irrégulière. Puis j'ai vu son visage. Elle ne respirait pas normalement. J'ai appelé les secours avant même d'arriver à ses côtés. L'ambulance est arrivée en quelques minutes, mais le trajet jusqu'à l'hôpital a semblé interminable. J'étais assise à ses côtés, lui tenant la main pendant que les moniteurs remplissaient le silence de bips aigus et réguliers. Elle a serré mes doigts une fois, c'est tout. Les médecins l'ont stabilisée, mais ils n'ont pas donné de faux espoirs. Son cœur s'était affaibli. Un rétablissement était possible, ont-ils expliqué, mais le temps n'était plus une promesse qu'on pouvait faire. Lorsque nous sommes retournés au domaine une semaine plus tard, tout semblait exactement pareil. Le vignoble s'étendait sur les collines. Le porche surplombait le lever du soleil. 2 tasses de café attendaient toujours sur la table. Seulement, Bernice se déplaçait plus lentement maintenant. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, j'ai vu de l'épuisement dans ses yeux. Un après-midi, elle m'a demandé de lui apporter le carnet dans lequel j'avais écrit toutes les leçons qu'elle m'avait enseignées au fil des ans. Elle a tourné plusieurs pages avant de le refermer. Tu as vraiment tout gardé. Vous avez dit que la connaissance disparaît si personne ne la protège. Un sourire discret a traversé son visage. Je suppose que j'ai dit cela, en effet. Elle a regardé autour du bureau. Cette maison, sa voix s'est adoucie, n'a jamais été la réussite. J'ai attendu. Les personnes en qui tu as confiance le sont. La paix a duré moins de 48 heures. Des SUV de luxe ont commencé à apparaître devant les grilles du domaine. Les uns après les autres. Les enfants de Bernice étaient arrivés. Leurs conjoints aussi. Plusieurs petits-enfants que je n'avais jamais rencontrés les suivaient, riant bruyamment comme s'ils se réunissaient pour des vacances plutôt que pour rendre visite à leur mère gravement malade. L'atmosphère à l'intérieur de la maison a immédiatement changé. La routine tranquille a disparu. Chaque couloir résonnait de conversations sur les investissements, les propriétés et les réunions d'affaires. Très peu de questions portaient sur Bernice elle-même. Je me suis présenté poliment. La plupart m'ont à peine salué.
Un fils a demandé, vous êtes l'aide-soignante? Oui. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Près de 14 ans. Il a semblé surpris. Je ne savais pas que maman gardait ses employés aussi longtemps. Employé. Ce seul mot expliquait exactement comment il me considérait. Non pas comme un membre de la famille, non pas comme quelqu'un en qui Bernice avait confiance, mais simplement comme du personnel. Au cours des jours suivants, j'ai remarqué quelque chose de perturbant. Il restait rarement dans la chambre de Bernice plus de quelques minutes. En revanche, il passait des heures à interroger le gestionnaire du domaine sur les rapports financiers, la valeur des propriétés, les comptes d'investissement et la propriété de l'entreprise. Un après-midi, je suis entré dans la bibliothèque et j'ai trouvé 2 d'entre eux en train d'essayer d'ouvrir des classeurs de dossiers qui étaient toujours restés verrouillés. Ils se sont immédiatement écartés. Nous cherchons juste les papiers d'assurance. J'ai hoché la tête poliment. Je vais informer Madame Hawthorne de vos recherches. Aucun d'eux n'a répondu. Ce soir-là, Bernice m'a posé une question simple. Que as-tu observé? J'ai hésité. Je ne veux pas vous contrarier. Tu ne me contrarieras pas. J'ai pris une lente inspiration. Il semble plus intéressé par le domaine que par votre rétablissement. Elle a fermé les yeux un instant. Quand les gens te montrent qui ils sont, elle a rouvert les yeux, crois-les. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement de la déception. Peut-être avait-elle déjà accepté cette vérité bien avant moi. 2 matins plus tard, Wallace est revenu. Il portait une autre pile de documents juridiques. Cette fois, Bernice m'a demandé de rester dans la pièce. La réunion a duré près de 2 heures. La majeure partie de la discussion a porté sur la mise à jour des directives médicales, la succession de l'entreprise et les fondations caritatives. À la fin, Wallace a rassemblé les documents avant de regarder Bernice. Êtes-vous certaine? Je n'ai jamais été aussi certaine. Il a hoché la tête une fois. Je vais tout finaliser. Alors qu'il se levait pour partir, Bernice l'a arrêté. Une dernière chose. Elle s'est privée de me regarder d'abord, puis s'est tournée vers moi. Je veux que Roxane soit présente lors de la lecture des documents. Wallace a semblé brièvement surpris, mais a noté l'instruction dans son carnet. Bien sûr. Cette nuit-là, le domaine semblait exceptionnellement calme. Les visiteurs étaient allés dîner en ville, laissant à nouveau la maison paisible. J'ai apporté 2 tasses de café sur le porche, même si le soleil s'était déjà couché. Bernice m'a rejointe, une couverture sur les épaules. Pendant plusieurs minutes, nous avons regardé les lumières dispersées dans les vignobles en contrebas. Finalement, elle a parlé. Tu sais quoi? Ma plus grande réussite n'a pas été l'entreprise. Elle a secoué la tête. Les vignobles? À nouveau, elle a souri. Non, elle m'a regardé droit dans les yeux. C'était de trouver quelqu'un qui est resté alors qu'il n'y avait rien à y gagner. Ma gorge s'est serrée. Je ne suis pas resté pour l'argent. Je le sais. Elle a tendu la main à travers la petite table et a doucement posé sa main sur la mienne. C'est exactement pour cela que je t'ai fait confiance. Aucune de nous ne s'est rendu compte que ces mots seraient parmi les derniers instants de paix que nous partagerions avant que la famille ne découvre ce que Bernice avait véritablement décidé. La semaine suivante, l'état de Bernice s'est détérioré plus rapidement que prévu. Elle passait plus de temps à se reposer dans sa chambre donnant sur le vignoble qu'à s'y promener. Les médecins lui rendaient visite régulièrement, ajustant les médicaments, mais chaque visite se terminait par les mêmes expressions graves et silencieuses. Il n'y avait plus grand-chose qu'il puisse faire. Pourtant, chaque matin commençait de la même façon. Je préparais 2 tasses de café. Elle insistait pour s'asseoir sur le porche, ne serait-ce que 10 minutes. La vue me rappelle, a-t-elle dit un jour en s'enveloppant d'une couverture sur les épaules, que les bonnes choses mettent des années à pousser. J'ai souri. Tout comme les bonnes personnes. Elle m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. J'espérais que tu dirais cela un jour. Ces enfants ont remarqué la multiplication des réunions juridiques. Leur comportement a changé presque du jour au lendemain. Ils ont soudainement voulu dîner avec elle. Ils ont proposé leur aide dans le domaine. Une de ses filles a même apporté des fleurs, bien qu'elle n'ait pas pu se souvenir des fleurs préférées de Bernice lorsque je les ai placées dans un vase. Ce n'était pas de l'affection, c'était une question d'opportunisme.
Bernice l'a vu aussi. Elle n'a simplement fait aucun commentaire. 3 jours plus tard, Wallace est arrivé avec une enveloppe scellée. Il a parlé en privé avec Bernice pendant près d'1 heure. Lorsqu'il est parti, elle m'a demandé de l'emmener sur le porche arrière dans son fauteuil roulant. Le soleil de l'après-midi se couchait sur le vignoble alors qu'une légère brise transportait le parfum de la lavande à travers le jardin. Elle semblait apaisée. Fatiguée, ai-je demandé. Un peu. Elle a mis la main dans la poche de son gilet et m'a tendu la clé en laiton une dernière fois. Je ne veux pas que cela retourne dans le coffre-fort. Je l'ai regardée, confuse. Garde-la. Je ne devrais pas, si, tu le dois. Elle a souri doucement. Il vient un moment où la confiance doit cesser d'être symbolique. J'ai refermé ma main sur la clé. J'en prendrai grand soin. Je le sais. Ce soir-là, elle m'a demandé si je voulais bien lui faire la lecture. Non pas des rapports financiers ou des revues d'affaires, mais simplement l'un de ses romans préférés. Je suis resté assise à côté de son lit pendant près de 2 heures, tournant les pages pendant qu'elle écoutait, les yeux fermés. Parfois, elle souriait à un passage familier. Parfois, elle corrigeait ma prononciation du nom d'un personnage. Pendant un court instant, la maladie a disparu. On aurait dit une soirée ordinaire. Avant que je ne quitte la chambre, elle m'a arrêté. Roxane. Oui. Si demain vient, elle a fait une pause, prépare le café. J'ai ri doucement. Je le fais toujours. Et si demain ne vient pas, je n'ai pas pu répondre. Elle a cherché ma main. Alors promets-moi que tu ne passeras pas le reste de ta vie à attendre des gens qui ne t'ont jamais choisi. Des larmes ont rempli mes yeux. Je le promets. Elle s'est éteinte juste avant l'aube. La maison était silencieuse. Pas d'alarme, pas de dernier mot dramatique, seulement une lente inspiration, suivie d'une autre qui n'est jamais venue. Je suis resté debout à côté de son lit pendant plusieurs minutes, incapable de bouger. Pendant 14 ans, elle avait été mon employeuse, puis mon enseignante, puis la chose la plus proche d'un parent que j'ai jamais connu. Le domaine a soudainement semblé incroyablement vide. Les funérailles ont eu lieu 4 jours plus tard. Des chefs d'entreprise, des organisations caritatives, des employés de longue date et des voisins ont rempli la chapelle. Les orateurs successifs ont décrit Bernice comme une femme disciplinée, brillante et généreuse. Ses enfants se tenaient au premier rang, acceptant les condoléances avec des expressions de chagrin étudiées. Aucun d'eux n'a mentionné les matins sur le porche. Aucun n'a mentionné les vignobles qu'elle parcourait à chaque lever de soleil. Aucun n'a mentionné la femme que j'avais appris à connaître. Après la cérémonie, de nombreux employés se sont approchés de moi discrètement. Elle t'aimait comme sa famille. Je n'ai jamais vu personne avoir autant sa confiance qu'elle t'a fait confiance. Leurs mots m'ont réconforté plus qu'ils ne le pensaient probablement. 2 jours plus tard, Wallace a programmé la lecture du testament de Bernice dans la bibliothèque du domaine. Chaque membre de la famille est arrivé en avance. L'atmosphère était tendue sous des sourires forcés. Les conversations se sont arrêtées lorsque je suis entré dans la pièce. Un fils a froncé les sourcils. Pourquoi l'aide-soignante est-elle ici? Wallace a calmement ajusté ses lunettes. Madame Hawthorne a spécifiquement demandé la présence de mademoiselle Roxane. Plusieurs membres de la famille ont échangé des regards perplexes. L'enveloppe scellée a été posée avec précaution sur la table. Wallace a brisé le sceau. Conformément aux instructions de Bernice Hawthorne, a-t-il dit en regardant autour de la pièce avant de commencer sa lecture. Personne ne se doutait que dans les minutes qui allaient suivre, toutes les relations dans cette pièce allaient changer à jamais. La pièce est restée parfaitement immobile. Wallace a déplié la première page et a ajusté ses lunettes. Je suis saine d'esprit et je fais cette déclaration de mon plein gré. Sa voix était calme, presque sur le ton de la conversation. Bernice avait toujours préféré la clarté au drame. Les premières sections concernaient des dons caritatifs, des obligations commerciales et plusieurs légats des employés de longue date. Les membres de la famille écoutaient patiemment, échangeant des sourires confiants. Tout se déroulait exactement comme ils s'y attendaient, jusqu'à ce que Wallace tourne la page. Il y a une déclaration personnelle que Madame Hawthorne m'a chargé de lire avant que le reste de la succession ne soit distribué. Il a regardé autour de la pièce. Puis il a poursuivi, si vous entendez ces mots, cela signifie que je ne suis plus là. J'espère que, pour une fois, tout le monde dans cette pièce écoute au lieu d'attendre des chiffres.
Quelques regards inconfortables ont circulé entre les enfants de Bernice. Wallace a continué sa lecture. La richesse a la fâcheuse habitude de révéler le caractère. Elle ne crée pas la cupidité. Elle élimine simplement le besoin de la cacher. Personne ne parla. La lettre poursuivait, « Mes enfants, j'ai donné à chacun d'entre vous des opportunités que beaucoup de gens ne reçoivent jamais. J'ai payé vos études, soutenu vos entreprises et vous ai accueillis à chaque fois que la vie devenait compliquée. Pourtant, quelque part en chemin, nos conversations sont devenues des requêtes, et nos visites sont devenues des transactions. » Un fils a bougé sur sa chaise. Sa femme a croisé les bras. Wallace n'a jamais levé les yeux. Pendant des années, j'ai attendu que quelqu'un me rende visite sans me demander d'argent. J'ai attendu que quelqu'un me demande comment j'allais avant de me demander ce que je possédais. Le silence s'est alourdi. J'ai attendu très longtemps. Wallace a soigneusement tourné une autre page. Puis une jeune femme est arrivée, portant une seule valise usée et plus de gentillesse qu'elle ne le réalisait. Tous les regards dans la pièce se sont lentement tournés vers moi. J'aurais préféré qu'il ne le fasse pas. Elle pensait postuler pour un emploi. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que je lui faisais passer un entretien pour quelque chose de bien plus important. Une fille l'interrompit. C'est ridicule. Wallace a calmement levé une main. Madame Hawthorne a demandé que la déclaration soit lue sans interruption. Il a continué, au cours de ces 14 années, Roxane ne m'a jamais demandé de prêt, n'a jamais réclamé de propriété, n'a jamais traité la générosité comme une obligation. J'ai baissé les yeux. La pièce semblait trop petite. Wallace a souri faiblement en atteignant le paragraphe suivant. Elle a restitué de l'argent dont personne n'aurait su qu'il avait disparu. Un fils a froncé les sourcils. Quel argent? Wallace a ignoré la question. Elle a admis ses erreurs avant que quiconque ne les découvre. Une autre page. Elle a protégé ma vie privée quand d'autres fouillaient dans mes dossiers. Quelqu'un en face de la table a soudainement détourné le regard. Je me suis souvenu de l'après-midi où deux d'entre eux essayaient d'ouvrir des classeurs verrouillés. Bernice le savait. Elle l'avait toujours su. La dernière page reposait seule sur la table. Wallace a pris une lente inspiration. Les dernières volontés de Madame Hawthorne concernant la propriété. Chaque personne dans la pièce s'est penchée en avant, attentive aux legs caritatifs spécifiques et aux fiducies des employés. La part de contrôle restante dans les domaines Hawthorne est transférée à Roxane Collins. Pendant une seconde, personne n'a réagi. C'était comme si les mots n'avaient pas été assimilés. Puis tout a explosé. Quoi? C'est impossible. Elle a manipulé notre mère. C'est une fraude. Plusieurs voix se sont chevauchées en même temps. Un fils a frappé des deux mains sur la table de conférence. C'est l'aide-soignante. Une autre m'a pointé directement du doigt. Elle a planifié cela depuis le début. Je suis restée assise. Non pas parce que je n'étais pas sous le choc, mais parce que je l'étais tellement que je n'aurais pas pu tenir debout même si je l'avais voulu. Je ne savais pas, ai-je chuchoté. Personne ne m'a écouté. Wallace a attendu que les cris s'apaisent avant de parler. Madame Hawthorne avait anticipé ses objections. Il a sorti une autre enveloppe scellée. Celle-ci contient des documents écrits, des évaluations médicales confirmant sa capacité juridique, des témoignages vidéo et des archives couvrant chaque modification de son testament au cours des 7 dernières années. La pièce est devenue nettement plus calme. Des témoins indépendants étaient également présents pour chaque révision. Une fille a fixé Wallace. 7 ans? Oui. Pas récemment? Non. Chaque modification légale avait été faite progressivement, avec soin. Bien avant que Bernice ne tombe gravement malade. Bien avant que quiconque puisse invoquer une pression ou une manipulation. Elle avait tout planifié. Wallace a attrapé une télécommande. J'ai un dernier élément. Un téléviseur est descendu silencieusement d'un meuble. Après avoir inséré une petite carte mémoire, l'écran s'est allumé. Bernice est apparue, assise sur le même porche en bois où nous partagions notre café chaque matin. Elle a regardé directement la caméra. Si ma famille est en colère, a-t-elle dit avec un triste sourire, elle doit comprendre une chose. Elle a soulevé sa tasse de café. Je n'ai pas choisi Roxane parce qu'elle s'occupait de moi. Elle a fait une pause. Je l'ai choisie parce qu'elle n'a jamais cessé de se soucier de moi alors qu'il n'y avait rien à hériter.
La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai passé toute ma vie à bâtir une entreprise prospère. Ses yeux se sont adoucis. Mon plus grand investissement a été de faire confiance à la bonne personne. Elle a regardé droit vers la caméra une dernière fois. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle a souri. Cet investissement m'a aimé en retour. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Personne d'autre non plus. Mais contrairement aux miennes, toutes les larmes dans cette pièce ne venaient pas de l'amour. Pendant plusieurs longues secondes, personne n'a bougé. La vidéo s'est terminée, laissant la bibliothèque si silencieuse que je pouvais entendre l'horloge de grand-père dans le couloir marquer chaque seconde qui passait. Puis les accusations ont commencé. Tu l'as manipulée. Tu as isolé notre mère. Tu l'as retournée contre nous. J'ai regardé chaque visage, l'un après l'autre. Je ne lui ai jamais rien demandé. Évidemment que tu dirais ça. L'un des fils de Bernice s'est avancé vers moi, le visage rouge de colère. Tu t'attends à ce qu'on croie que c'est arrivé par hasard? Avant que je ne puisse répondre, Wallace s'est levé. Je suggère fortement à tout le monde de rester calme. Personne n'a écouté. Une autre fille a pointé le téléviseur du doigt. Cette vidéo ne prouve rien. Elle prouve au contraire beaucoup de choses, a répondu Wallace calmement. C'est un élément d'un dossier juridique très solide. Il a ouvert un autre dossier. Madame Hawthorne a documenté chaque décision importante. Des évaluations médicales ont confirmé qu'elle était saine d'esprit lors de chaque révision de son testament. Les documents ont été visés par des témoins, notariés et revus sur plusieurs années. Il a posé le dossier sur la table. Si quelqu'un souhaite contester le testament, c'est certainement votre droit le plus strict. Il a fait une pause. Mais sur la base des preuves, je pense qu'une telle contestation serait vaine. La pièce est retombée dans le silence, non pas parce que quiconque acceptait la décision, mais parce qu'il réalisait que Bernice avait anticipé chaque argument. Alors que la réunion touchait à sa fin, je me suis levé calmement. Je ne veux me disputer avec personne. Une fille a ri amèrement. Facile à dire pour toi. J'ai pris mon carnet et je me suis tourné vers la porte. Avant de sortir, je me suis arrêté. Votre mère aimait chacun d'entre vous. Plusieurs d'entre eux ont semblé surpris. Elle attendait vos appels téléphoniques. Toujours le silence. Elle gardait chaque carte d'anniversaire. Toujours le silence. Elle n'a jamais cessé d'espérer que votre prochaine visite serait simplement pour passer du temps avec elle. J'ai dégluti avant de poursuivre. Elle méritait cela. Puis je suis parti. Pour la première fois depuis mon arrivée au domaine 14 ans plus tôt, j'ai refermé la porte de la bibliothèque derrière moi sans savoir si je la rouvrirais un jour. Les semaines qui ont suivi ont été tout sauf paisibles. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la communauté. Certains journaux se concentraient sur cet héritage inattendu. D'autres se demandaient pourquoi une auxiliaire de vie était devenue propriétaire de l'un des domaines familiaux les plus prospères de la région. Des personnes qui ne m'avaient jamais rencontré avaient soudainement des opinions sur mon intégrité. Pendant un certain temps, j'ai évité de lire tout cela. Bernice m'avait appris que la vérité ne devenait pas plus faible simplement parce que quelqu'un la contestait. La contestation judiciaire est privée exactement comme Wallace l'avait prédit. Elle a duré des mois. Chaque document financier a été examiné. Chaque modification du testament a été passée au crible. D'anciens employés ont témoigné, des médecins ont témoigné, des amis ont témoigné. Les uns après les autres, ils ont décrit la même femme, méticuleuse, indépendante, impossible à influencer. Quand est venu mon tour, l'avocat représentant la famille n'a posé qu'une seule question, avez-vous déjà demandé à Madame Hawthorne de vous léguer son domaine? Non. Vous attendiez-vous à hériter de quoi que ce soit? Non. Que espériez-vous alors? J'ai réfléchi à la réponse pendant une seconde seulement. Une chance. Il a froncé les sourcils. Une chance de quoi? De lui offrir la même gentillesse qu'elle m'avait offerte. Il n'y a plus eu d'autres questions. Plusieurs semaines plus tard, le tribunal a validé chaque disposition du testament de Bernice. Wallace m'a appelé cet après-midi-là. C'est fini. J'ai regardé le vignoble depuis le porche. C'est vraiment fini. Vous avez des décisions difficiles à prendre désormais. Je sais. Après avoir raccroché, j'ai préparé 2 tasses de café par habitude.
Je les ai apportés sur le porche. Puis j'ai souri tristement. Une tasse est restée intacte. Pour la première fois depuis le départ de Bernice, je l'ai prise et j'ai lentement versé le café dans le jardin en contrebas. Non pas parce que je l'oubliais, mais parce que je comprenais enfin ce qu'elle avait voulu m'enseigner. La vie n'était pas faite pour être passée à attendre que quelqu'un vienne occuper la chaise vide. Parfois, la guérison commence lorsque l'on cesse de réserver une place aux personnes qui ont choisi de ne jamais s'asseoir à nos côtés. Alors que le soleil du soir se couchait sur le vignoble, j'ai regardé les rangées de vignes que Bernice avait tant aimées. Pendant des années, elle m'avait offert un foyer. C'était maintenant à mon tour de décider quel genre de foyer cela deviendrait pour les autres, et je savais déjà exactement par où commencer. 1 an plus tard, les domaines aux Sornes avaient un autre visage. Non pas parce que les vignobles avaient changé, mais parce que les personnes qui s'y trouvaient étaient différentes. La première décision que j'ai prise en tant que propriétaire n'a pas été de développer l'entreprise. Ce n'était pas non plus de rénover le manoir ou d'acheter plus de terre. Au lieu de cela, j'ai créé la bourse Bernice aux Sornes, un programme destiné aux étudiantes qui avaient été contraintes d'interrompre leurs études en raison de difficultés financières ou de foyers instables. Chaque dossier me rappelait la jeune femme qui avait cru un jour que son avenir était brisé parce que quelqu'un d'autre en avait décidé ainsi pour elle. Personne ne devrait être privé d'éducation simplement pour être né dans la mauvaise famille. Le second changement était encore plus personnel. La maison d'amis où j'avais autrefois vécu en tant qu'employé est devenue une résidence temporaire pour des femmes fuyant des foyers violents tout en reconstruisant leur vie. Ce n'était pas un grand programme, mais cela offrait à ces personnes ce dont j'avais désespérément eu besoin des années auparavant, un endroit sûr pour recommencer à zéro. Par un doux matin d'automne, j'ai apporté 2 tasses de café sur le porche par habitude. J'ai souri intérieurement. Puis je n'en ai versé qu'une seule. La deuxième chaise est restée exactement là où Bernice l'avait toujours laissée, non pas comme un symbole de chagrin, mais comme un rappel, l'amour s'était assis là un jour. Cela suffisait. Une lettre est arrivée plus tard cet après-midi-là. L'écriture sur l'enveloppe m'a été instantanément familière. Mon père. Je l'ai ouverte lentement. La lettre était courte. Il admettait qu'il avait fait des erreurs. Il demandait si nous pouvions repartir à zéro. Des années plus tôt, j'aurais pleuré en lisant ces mots. Cette fois, j'ai simplement plié le papier. Le pardon et la réconciliation ne sont pas la même chose. J'ai choisi de lui pardonner. J'ai choisi de ne pas revenir. Certaines portes ne se ferment pas par colère. Elles se ferment parce que la paix réside enfin de l'autre côté. J'ai placé la lettre dans un tiroir et je suis retourné dehors. Le vignoble s'étendait vers l'horizon, flamboyant sous le soleil couchant. J'ai pensé à la jeune femme effrayée qui avait quitté sa maison avec une seule valise, persuadée qu'elle avait tout perdu. Elle s'était trompée. Elle n'avait pas perdu sa famille. Elle ne l'avait tout simplement pas encore rencontrée. J'ai levé ma tasse de café vers la chaise vide en face de moi. Merci, Bernice. La brise s'est déplacée doucement à travers les vignes, transportant le parfum familier de la lavande sur le porche. Pour la première fois de ma vie, je comprenais ce que signifiait vraiment un chez-soi. Ce n'était jamais la maison dans laquelle on était né. C'était l'endroit où quelqu'un vous regardait, croyait en vous et vous faisait discrètement une place à table.